Nous voici au cœur de l'hiver. Et pourtant, la nature réserve encore bien des surprises à ceux qui ouvrent l'œil. Nous le verrons dans ce numéro. En ce mois de janvier, nous ferons aussi le tour de tous les petits travaux à réaliser avant le retour des beaux jours. Au jardin, au potager ou bien au chaud dans l'atelier. Entrez, c'est ouvert. Le ciel gris vous pèse, vous avez le blues de l'hiver, alors cette émission est faite pour vous. Parce que si les jours sont courts et plutôt sombres, pas question pour Virginie de se laisser gagner par la déprime. Ce mois-ci, elle vous propose de continuer à créer de la vie au jardin. Nourrir son sol par exemple, s'occuper des oiseaux ou observer les visiteurs nocturnes. Les activités peuvent être diverses et variées. En ce début d'année, on vous propose de retrouver une tête bien connue de l'émission. Toujours bon pied bon oeil, Virginie nous propose de commencer 2024 par un petit tour au potager avec Georges. Alors Georges, quand l'hiver arrive, c'est important de couvrir son potager pour l'aider à traverser la saison froide. Oui, une bonne couche qui me prend 3 fois, mais surtout, attends, c'est le protéger et le nourrir en même temps. C'est ça. Le protéger contre quoi? Contre l'invasion par les adventistes qui vont se ressemer. Ouais. Et le nourrir aussi, le sol, le nourrir pour que la vie microbienne, évidemment, s'active bien. C'est ça. Alors, j'utilise différentes choses. Ici, ce que tu vois, ce sont les tondes de gazon avec les feuilles mortes. Les feuilles tombent, je passe à la tondeuse, je tombe en même temps. On a un bon mélange, rapport carbone-azote formidable, une couche pas trop épaisse, mais quand même 2-3 cm d'épaisseur, suivant ce qu'on a. Ça se décompose très bien. Autre chose aussi comme possibilité, les tontes de pelouse, toutes simples, mais là, 2 cm d'épaisseur. Pas plus, sinon ça risque de pourrir. C'est ça. Alors viens, je vais te montrer autre chose plus loin. Oui. Ici, ce que tu vois, Oui. ce sont les déchets du jardin, tout simplement. Ah bah oui, tu les récupères. Ah, tu les laisses sur le jardin, ça se décompose, ça nourrit le sol et ça couvre en même temps. Bah oui. Et alors des feuilles mortes, toutes simples, qu'on peut ramasser à la pelle sur des vaisselles, alors pour que ça va mieux. À la tondeuse, c'est encore plus facile. Mais alors là, je vais les étendre. Comme tu vois, voilà déjà, j'ai déjà commencé. Donc... Et donc avec ça, tu as un sol qui est protégé, qui est nourri, qui va être plus meuble aussi, donc plus facile à travailler. Et c'est un plaisir au printemps. Et c'est un plaisir au printemps. Ben voilà, je pense que ça c'est une belle conclusion, Georges. Merci. Une belle conclusion, en effet. Allez, on quitte physiquement le potager tout en restant dedans. Regardez, Virginie et Georges ont les yeux qui pleurent, ou presque. Les oignons, ça se sème fin de l'hiver. Il est donc grand temps de préparer le terrain. Georges, on est en train de trier tes petits oignons là. Oui, hein. Mais j'aimerais bien que tu me réexpliques un peu... à quoi ça va servir? Non, mais l'histoire de l'oignon depuis la petite graine jusqu'au gros oignon qu'on voit là. Bien voilà mes petites graines d'oignon que j'ai récoltées l'an dernier. Je vais les semer, mais je sème dru, pour qu'ils soient vraiment bien serrés l'un contre l'autre, et ça les empêche de grossir. N'empêche que, quand même, on en a quelques gros dans la bande. Donc, une fois qu'on arrive au mois d'août, on couche ensemble, ça fane, on arrache, on laisse sécher, et puis on trie. On trie parce que l'idéal, c'est d'avoir des oignons qui font entre 2 cm, comme celui-là. Il est déjà trop gros, celui-là, pour la casserole. Mais, attends, je t'interromps parce qu'il y a déjà un truc. Quand tu sèmes tes petites graines d'oignons, combien de temps tu attends pour qu'ils soient comme ça? Ah je vais semer ça au mois d'avril-mai. Et ça, tu récoltes quand? Au mois d'août. Au mois d'août. Ok. Au mois d'août. Donc tu les sors tout petits comme ça. Oui. Et puis on les trie. Et puis on les trie. C'est-à-dire, voilà, celui-là, par exemple, il convient bien. Ça veut dire que ça, depuis le mois d'août, ils sont en attente d'être triés. Oui. Ok. Voilà. Tu les tries. Ouais. Et puis, tu les calibres. Je les calibre entre 12 et 20 mm. Oui. Plus gros, si je prends plus gros, comme celui-là, par exemple, il risque de monter en semence tout de suite au lieu de grossir. Ah, ok. Je vais les repiquer au jardin, et puis voilà ce que je vais obtenir. Un gros oignon. Et celui-ci, comme il me plaît particulièrement bien, tu vois, il a une belle forme. Il est tout beau, oui. Pleine santé, formidable. On ne le mangera pas. Il va passer l'hiver dans ma cave et au printemps, je le replante. Il va monter en fleur. La fleur va donner des fruits
qui va être pollinisé par d'autres. Attention, une seule variété d'oignons sans qu'on dans des hybridations, on perd la variété. Ah oui, donc au potager, on met qu'une variété d'oignons. Pour faire la semence, hein. Oui, pour faire la semence. Mais pour la semence, rien qu'une. De ces fleurs, je vais récolter la graine, que je trie à l'eau, tout simplement. À l'eau. Oui. Raconte un peu ça. Eh bien, je prends un verre ou un bocal sans rebord intérieur, que je remplis d'eau, je mets les graines en même temps, on mélange ensemble, les bonnes tombent dans le fond, les mauvaises au-dessus, on jette, c'est fini, c'est trié, il n'y a plus qu'à sécher. Emballé pour l'année suivante. Enfin, ingénieux. C'est tout simple. Bien, génial. Alors oui, tout à l'heure, tu m'as dit un petit dicton que je trouvais très sympathique sur l'oignon, mais j'ai oublié, c'était quoi encore? Ah oui. Eh bien, il y a ce dicton dit que si les oignons ont beaucoup d'épluchures, cet hiver va être rude, autrement dit froid. Or, comme tu vois ici, il n'y a presque pas de peau sur les oignons, parce que pas d'épluchures, donc nous aurons un hiver doux. Pluvieux quand on regarde le temps, mais doux. Bah ouais, doux, c'est déjà une chose. Bon, voilà, on va continuer à travailler alors. Continuons, ouais. C'est parce qu'il y en a qui bossent ici. Hein. Je vois ça. Vous ne vous arrêtez donc jamais, même par un temps pluvieux. Du coup, restons encore un peu à l'intérieur. En hiver, on peut apporter un soin particulier à ces outils de jardin, puisque eux aussi, quelque part, ils hivernent. Et pour ça, Virginie, tu as été demander quelques conseils à un professionnel. Bien voilà, David, tu viens de nous emmener dans une jolie classe. Toi, tu es formateur au Centre de technologie avancée, ici au CTH. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de l'entretien des outils de jardin, c'est ça? Tout à fait. Puisque pendant l'hiver, il faut les préparer avant le retour des beaux jours. À la nouvelle saison, exactement. Alors, c'est quoi cet outil-ci? Parce que ça, je ne l'ai jamais vu. Alors cet outil-ci, donc c'est un outil qui se met sur un porte-outil électrique et ça s'appelle un réciprocateur. C'est un outil assez récent qui est un petit peu multifonction et je pense qu'on va en voir beaucoup dans les jardins dans les prochaines années parce que c'est un outil qui permet de désherber mais également de faire coupe-bordure et d'autres utilités. Et il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil, voilà, contrairement aux débroussailleuses, il n'y a pas de fil, donc c'est un avantage, on ne blesse pas les arbres, on n'a pas de projection de cailloux ou autre. Ce sont juste deux lames qui se chevauchent comme un taillé et elles permettent de venir contre les arbres, contre les bordures, en dessous des graviers pour désherber, couper, nettoyer et également comme coupe-bordure le long des allées. Donc c'est un outil vraiment multifonction, très intéressant, mais qu'il faut malgré tout bien entretenir. Entretenir justement, et tu fais ça comment alors? Alors, comme tous les outils, la première chose c'est le nettoyage. Donc quand on a fini de travailler avec un outil, eh bien voilà, la brosse de fer, on retire ici les résidus, on a de la terre dessus. Hein. Donc on la brosse énergiquement pour qu'elle soit bien propre. Voilà. Hein, on peut ensuite retirer un petit peu les poussières. Et puis, si on doit le ranger pour l'hiver, eh bien, on n'a pas peur de mettre un petit peu d'huile, ici c'est de l'huile de lin simplement, sur les parties métalliques pour ne pas qu'il y ait de corrosion. Ça permet de ne pas utiliser d'huile minérale? Exactement, parce que bon, comme ça, la prochaine fois qu'on l'utilise, de l'huile de lin, c'est quand même assez naturel. Ce n'est pas comme si on mettait de la graisse ou autre et qui pourrait avoir une certaine pollution, si on peut dire comme ça. Ok. Voilà. Alors vous remarquerez aussi que ces lames sont faites pour être retournées et en fonction de leur état d'usure. Donc la partie qui travaille, c'est toujours cette partie-ci. Cette partie-ci a déjà travaillé il y a quelques mois, quelques semaines. Donc ça permet de garder la même lame pendant plusieurs saisons. Génial. En fonction de l'utilisation. Et si par exemple ici on a beaucoup de rouille là, comme je vois sur là c'est même de la sève. C'est de la sève, donc qui colle sur les scies. Donc ça empêche de bien scier parce qu'il y a un frottement. Ça, il y a pas mal de produits maintenant qui existent, des cleaners. Vous en mettez un petit peu dessus et ça permet de décoller facilement. Je vous laisse le faire. Oui, avec ça. Gratte. Voilà, on gratte et ça part tout seul. Ah, en effet. Voilà. Et comme ça, la scie est repartie pour une nouvelle vie. Top. Une nouvelle fonction. Voilà. Alors, je vois plus loin aussi qu'il y a un taille-haie. Oui, le taille-haie, beaucoup de gens connaissent. Donc ici, c'est un taille-haie thermique et pas électrique. Maintenant, on passe beaucoup à l'électrique. Mais pour les longues périodes d'inutilisation, il y a aussi pas mal de choses à faire. Et en prévision du printemps, la première chose, c'est de nettoyer et d'affûter les lames du taille-haie. Il y a différents graissages à faire. Maintenant, si vous ne sentez pas de taille de le faire, on peut le conduire chez le professionnel. Mais voilà, c'est toujours bien de nettoyer au moins soi-même son matériel pour le stocker.
Très important en début d'hiver et pour l'hivernage, que ce soit pour la tondeuse, le tracteur tondeuse et ainsi de suite. Bien vider votre réservoir d'essence parce que le carburateur peut être altéré par les essences maintenant qui sont de plus en plus agressives au niveau des plastiques et surtout en remettre pour ne pas qu'il sèche. Donc il y a maintenant les essences acrylates qu'il est bon d'utiliser et si vous n'avez pas beaucoup d'utilisation de votre taillé par an, à la limite n'utilisez que cette essence-là. Ça n'en sera que mieux pour la vie de votre taillé. D'accord, super. Alors tout ce matériel, on le stocke dans un endroit aéré? Un endroit sec, première chose, aéré, tempéré idéalement si vous avez des batteries. Toujours bien charger sa batterie avant l'hiver pour ne pas qu'elle s'altère. Mais sec, aéré et tempéré, c'est l'idéal. Et ne pas oublier le petit conseil pour l'essence, c'est valable pour la tondeuse, le taillé, la tronçonneuse, le tracteur tondeuse. D'accord, voilà. Le taillé, pas trop tôt, attention aux nidifications d'oiseaux. Exactement, voilà, il y a une législation bien à respecter à ce niveau-là. Voilà, eh bien merci David pour tous ces précieux conseils et d'ailleurs je vais en appliquer quelques-uns tout de suite puisque j'ai encore pas mal d'outils à entretenir avant l'arrivée du printemps. C'est important de préparer le printemps, effectivement. Mais d'ici là, on a encore quelques semaines à attendre. Et si on en profitait pour s'occuper un peu aussi de nos plantes d'intérieur? D'autant que le traditionnel sapin de Noël a disparu de nos salons et qu'il laisse de la place pour d'autres aménagements. Si vous décidez de mettre une plante d'intérieur, attention à l'empotage. Il est important de le faire correctement si vous voulez des plantes en bonne santé. Il y a d'ailleurs des signes qui nous montrent qu'une plante est mal empotée. Il faudra donc la réempoter, n'est-ce pas François ? Donc en effet, il y a différents signes qui montrent qu'il est temps de réempoter une plante. Par exemple, si la plante est trop à l'étroit dans le pot. Donc notamment, on a les racines qui débordent soit vers le haut, soit vers le bas du pot et qui n'ont plus suffisamment de place. Donc pour cela, nous avons choisi donc ici un pot. Donc le pot, comme on le voit, est légèrement plus grand que le contenant précédent, donc pour permettre aussi à la plante d'encore correctement se développer. Donc une chose est importante, c'est de prévoir au fond du pot une évacuation de l'eau excédentaire. Donc on voit ici que l'on a déjà un trou qui a été préformé au niveau du pot qui va permettre donc à l'eau de s'écouler en cas d'un arrosage ou d'une eau excessive au niveau du terreau. Donc la première étape ici consiste à mettre des billes d'argile. Donc il s'agit d'hydrogranulés que je vais placer au fond du pot. Donc on met une couche de 4-5 cm et ces billes vont permettre de vraiment bien réguler le drainage au fond du pot. Donc la seconde étape consiste ici à placer un tissu tressé donc qui va permettre de créer une séparation entre les hydrogranulés et le terreau. De cette façon-là, l'eau va pouvoir passer à travers et les hydrogranulés vont rester bien propres et ne vont pas se colmater avec le terreau. Ça va permettre aussi, lors des empotages futurs, de garder un hydrogranulé très propre qui va pouvoir être réutilisé. Il est important de choisir un terreau de qualité pour le rempotage. Donc, ce terreau-ci est notamment enrichi en engrais organiques, donc qui va permettre une nutrition de la plante pendant plus de 100 jours. Et il est également composé de fibres de bois. Donc, les fibres de bois permettent une bonne répartition de l'eau de façon horizontale pour une bonne irrigation dans l'entièreté du pot. Ce terreau contient aussi de la lave pour une bonne aération et donc un bon comportement de la plante en cours de croissance. Maintenant, on arrive à la fin de l'empotage. Donc, une des dernières étapes consiste bien entendu à mettre la plante dans le nouveau pot. Donc on veillera à bien tirer sur les racines pour qu'elles puissent facilement se diriger vers le nouveau terreau. La positionner dans le pot, vérifier qu'on est à la bonne hauteur, donc c'est-à-dire un petit peu plus bas que le bord du pot. Et donc il nous restera à mettre du terreau sur le pourtour. Maintenant, je terminerai par un dernier petit conseil. Ça reste important de penser à brumiser avec un vaporisateur et de l'eau ces plantes d'intérieur pour que les feuilles restent suffisamment humides parce qu'elles ont tendance à se dessécher avec l'environnement sec dans les maisons. En résumé, si vous avez des plantes en pleine croissance, continuez de les rempoter chaque année. Pour les plantes de taille adulte, vous pouvez être moins exigeant et vous permettre de le refaire tous les 2 ou 3 ans. Merci François. Allez hop, on retourne au jardin. Tiens Virginie, tu es retournée dehors affronter l'hiver. Ou plutôt, tu t'intéresses aux oiseaux qui, eux, n'ont pas le choix. Chaque année, ils doivent affronter cette période particulièrement difficile.
Et si on leur donnait un petit coup de pouce? Mais pas n'importe comment. Voici quelques règles à respecter. Si vous commencez à les nourrir, surtout continuez, de manière régulière, sinon cela sera contre-productif. Variez aussi le type de nourriture que vous leur donnez et les endroits où vous les nourrissez. De la nourriture au sol, des graines par exemple, sur une pierre plate ou sur une souche. De la nourriture en suspension, comme des boules de graisse, faites maison, c'est encore mieux. Elles sont placées à bonne distance des autres prédateurs évidemment. Une autre solution serait de placer des noix par exemple dans vos arbres morts ou dans vos souches mortes. Et puis, n'oubliez pas de donner à vos oiseaux à boire une petite coupelle d'eau par exemple. Dernière étape, l'observation. Peut-être la plus chouette des étapes, profitez de tous ces volatiles et de toute cette vie au jardin. D'ailleurs, en parlant de la vie au jardin, Virginie, il y a vraiment de quoi s'amuser, non? Et pas que le jour. Virginie, tu nous proposes d'avoir un regard différent sur la faune nocturne de notre jardin. Contrairement à ce qu'on pense, durant la nuit, le jardin est loin d'être totalement endormi. Quantité de petits êtres se réveillent, partent en chasse, ils cherchent l'amour, cherchent des abris, etc. C'est toute une vie qui foisonne à l'abri de nos regards. Et moi, j'aime bien partir à la découverte de ce monde nocturne en plaçant de temps en temps une petite caméra sur un arbre du jardin. Voilà, j'ai positionné mon piège photo dans un endroit stratégique puisqu'en face de moi, il y a une petite prairie de hautes herbes et je soupçonne certains petits mammifères de venir rôder par là durant la nuit. Je l'enclenche et voilà, je reviendrai demain matin pour voir qui est passé par là. Bon, on va voir qui est passé par là cette nuit. Oh, on a eu du monde. Ce que je vous propose, c'est d'aller nous mettre bien au chaud et découvrir tout ça de plus près. Regardez-moi ça, une famille de blaireaux. Ils sont 4. Les blaireaux ont une vie sociale très riche en fait, ils vivent vraiment en tribu. Ils viennent chasser le lombric au jardin. Un individu peut manger jusqu'à 200 vers de terre en une nuit. C'est dire si c'est un animal important dans la vie de nos espaces verts et il faut leur laisser une place. Alors ici, on a eu la chance de voir une famille de blaireaux, mais on pourrait rencontrer d'autres animaux, par exemple les fouines, les renards, tous les petits rongeurs, campagnols, mulots, etc. Et les chouettes aussi, chouettes effraies, chouettes chevêches. Voilà, tout ce petit monde fait aussi partie de notre environnement et c'est important de leur laisser une place et de les observer quand c'est possible. Pour nous les amateurs, c'est quand c'est possible évidemment, mais il y en a qui en ont fait leur métier. Les ornithologues, les naturalistes ou tout simplement des photographes animaliers. Virginie, tu nous emmènes à la rencontre de Thomas qui va nous donner quelques conseils sympas pour cette observation de la faune. Bon alors Thomas, tu es photographe animalier. Comment ça t'est venu cette passion de la photo nature? Mais en fait, depuis que je suis gamin, j'adore observer les animaux. Donc j'adore me planquer, me cacher, essayer de comprendre un peu où ils vivent, passer du temps avec eux, en fait, tout simplement dans la nature. Et donc après mes études, j'ai décidé de faire une formation de guide nature pour encore mieux les comprendre, pour pouvoir un peu découvrir plus les petits trucs et astuces pour les observer. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de faire des images pour les partager, en fait, pour montrer aux autres les moments que je vivais tout simplement dans la nature. Voilà, des scènes un peu incroyables comme des renardeaux qui sortent d'un terrier. Partager ça avec ma famille d'abord, les amis, puis après avec plein d'autres gens. Parce que finalement, quand on montre la beauté de la nature, eh ben, on amène les gens aussi à la protéger davantage, à l'aimer davantage. Oui, c'est ça. Pour protéger la nature, il faut avant tout la comprendre et puis l'aimer. Alors toi, tu observes la nature un peu partout, en Belgique, mais aussi ailleurs, en Europe, voire plus loin. Mais c'est possible aussi d'observer la biodiversité chez soi. Alors c'est quoi les conseils pour pouvoir observer des oiseaux, des animaux dans son jardin? Avant tout, je pense que c'est d'avoir un maximum un jardin naturel, donc on favorise la biodiversité. Et puis après, une fois qu'on commence à se dire, oui, là, il y a des oiseaux qui sont là, avant tout, les oiseaux ont un peu peur de nous, donc c'est plutôt de se cacher. En tout cas, de se poser, d'être très calme. Alors on peut le faire derrière la fenêtre de sa maison. Comme ça, ils sont habitués à nous voir là, on met un peu de nourriture tout près de la fenêtre. Et puis, si on veut voir des espèces un peu plus farouches, comme par exemple le piquet-pêche ou le jet des chênes qui peuvent fréquenter nos jardins, là, il va falloir s'armer un peu de patience et se camoufler. Oui, c'est ça. Et patience, ça peut parfois être
une demi-heure, 1h30 d'attente. Oui, même plus parfois. Alors justement, pour se camoufler, c'est quoi les trucs qui existent? En fait, c'est de casser un peu la forme humaine. Donc soit on s'assied par terre avec un filet de camouflage, on ne bouge plus, mais c'est pas très confortable. Ou alors il y a même des tentes à fût où on peut tout simplement construire un petit abri, où on va les se mettre à l'intérieur de cet abri. Et là, on va être un peu plus au chaud, on va être bien installé, et on va pouvoir les observer en toute quiétude, parce qu'ils ne vont pas nous voir. C'est ça. Ou alors il y a carrément l'affût de compétition comme celui que tu as construit ici dans le jardin, qui te permet d'observer encore mieux les oiseaux qui viennent se baigner notamment. Oui, voilà, parce qu'en fait, comme on avait une mare qui est là-bas plus loin dans le jardin, j'avais observé que les oiseaux se baignaient souvent en fait dans la mare. Parce que même l'hiver, ils ont besoin de se baigner pour laver leur plumage, ils boivent aussi l'eau de la mare. Mais voilà, il n'y avait pas d'affût pour se cacher, donc je les voyais, mais je n'arrivais pas à faire des images. Et donc l'idée, c'était de refaire une deuxième mare, donc un bel espace, et avec un affût pour pouvoir enfoncer dans le sol pour pouvoir être à leur niveau et les observer, et puis aussi les photographier et les filmer. Bon, on va voir ça? Allez, go! Alors, quelle espèce on peut observer ici, sous la mare? Alors, on va voir tous les passereaux qu'on peut voir dans les jardins, donc mésanges, moineaux, pinsons, etc. Mais ce qui est surtout chouette, c'est qu'on peut voir d'autres espèces comme le pic, qui vient de temps en temps chercher des noix, le jet, la pie. Puis il y a l'écureuil aussi qui vient de temps en temps. Ça, c'est sympa. Le pinson du Nord aussi? Oui, qui est un visiteur scandinave. Quand il fait très froid en Scandinavie, il descend chez nous. C'est vrai qu'on a super bien mis ici. Et les groupes de moineaux, ils sont drôles à observer. Oui, toujours en bandé, alors quand il y en a un qui décolle, tous les autres décollent aussi. Regarde Thomas, il y a un jet là. Regarde comme on le voit bien là, avec l'appareil photo. Magnifique. Ouais, tu vois, on voit bien sa tête, son œil. En tout cas, c'est un peu méditatif comme activité. Ça fait du bien. Oui. On va rester encore un petit moment, je pense. Tiens, Seb, et toi, tu prends parfois le temps de te poser au jardin et d'observer les oiseaux? De temps en temps, oui. Avec les enfants, on se pose et on observe. Mais jamais dans des endroits aussi adaptés que le vôtre. Mais pourquoi pas en faire une bonne résolution 2024? Ah, la tradition des bonnes résolutions. D'ailleurs, en parlant de la tradition, tu veux nous parler d'autre chose, Virginie, non? Peut-être vous êtes-vous embrassé sous le gui en ce début d'année, une tradition qui nous viendrait des Celtes. Et oui, les druides allaient cueillir le gui et le suspendaient au-dessus de leur porte d'entrée. Et quand les visiteurs venaient les voir, eh bien, ils s'embrassaient sous cette plante qui était synonyme de prospérité et d'immortalité. Et oui, parce que le gui reste vert toute l'année, même en hiver. On reconnaît tous le gui à la grosse boule qui forme dans les arbres. Et oui, c'est une plante qui pousse les pieds en l'air. Elle n'a pas de racines et elle va se nourrir des nutriments et de l'eau que porte son hôte, l'arbre. Elle va pomper la sève. Mais par contre, on appelle cette plante un hémiparasite, donc demi-parasite, parce qu'elle va réaliser elle-même sa photosynthèse. En gros, elle est gagnante sur toute la ligne. Alors en plus, elle a créé un partenariat avec une espèce d'oiseau, la grive draine, qui adore les petites baies du gui, qui mûrissent justement ici en hiver. Des petites baies blanches translucides, comme ça, très jolies. Alors l'oiseau va manger la baie, mais ne va pas digérer la graine, qui est rejetée par les fientes, qui va venir se poser sur d'autres arbres, dans d'autres branches, au gré des déplacements de la grive. Et en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que cette petite graine est enveloppée d'une sorte de glu qui va faciliter son adhésion sur d'autres branchages. Et c'est comme ça que le gui va se développer. Et il a créé un autre partenariat avec la fauvette à tête noire. C'est aussi un peu le même genre d'histoire. Donc c'est vraiment incroyable ce qui peut se passer dans la nature. Alors moi j'ai personne pour me faire un bisou ici, je suis toute seule. Mais c'est pas grave, je vous souhaite quand même une très très belle année à tous. Pleine de prospérité, de bonheur. Et je vous embrasse. Et surtout, plein de beaux moments au jardin. Et pour cela, on pourra compter sur toi, Virginie, et surtout sur Entrée c'est ouvert, pour nous challenger tout au long de l'année sur les bonnes pratiques à adopter. Alors d'ici là, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Vous pouvez regarder les replays sur notre chaîne YouTube ou sur le site de votre média de proximité. Alors, à bientôt! Ce
mois-ci, dans Entrée c'est ouvert, notre partenaire DCM vous propose de remporter 30 litres de terreau bio pour plantes d'intérieur. Idéal pour vos plantes d'ornement, il contient tous les éléments nutritifs nécessaires pour leur bon développement. Le terreau contient par exemple de la lave et des fibres de coco pour assurer une structure légère et une bonne répartition de l'eau. Il vous permettra d'obtenir des plantes bien vertes et bien fleuries avec des racines en bonne santé. Pour gagner ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Selon Georges, quel est le bon calibre pour une semence d'oignon ? Envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!